Me revois ça, me revoilis, non, me voilà, revoilà. Oh purée, c'est mal barré cette affaire. Donc nous sommes le 26 décembre 2019, et c'est une journée de nouvelle lune, une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble ce soir sur cette petite vidéo. Alors, parlons du Capricorne. Déjà, le symbole du Capricorne en lui-même, c'est un des symboles les plus archaïques qui soit. C'est le symbole de la chèvre poisson que l'on retrouvait déjà au temps de Sumer. Il symbolisait le dieu des eaux, le dieu Ea. Donc déjà, au travers de ce symbolisme archaïque associé à l'eau, nous savons que le signe du Capricorne a une relation étroite avec le monde du féminin et avec le monde des grandes déesses mères. Alors, ce symbole, on le retrouve évidemment un petit peu partout dans les cultures anciennes, on le retrouve même dans notre tarot, hein, le tarot de Marseille, ou le tarot des imagés du Moyen-Âge, on le retrouve sur cet arcane-là. Vous voyez, ici, la chèvre avec la queue de poisson. Donc ça, on est véritablement en présence du symbole du Capricorne. Dans l'Antiquité, le symbole du Capricorne, le symbole même de la chèvre poisson, était un symbole lié à la luxure et à la lubricité, mais in fine à la fertilité. C'est-à-dire que la luxure, la lubricité amènent au final à la fertilité. Vous savez, le symbole de la chèvre, c'est également le symbole du Baphomet que l'on retrouve encore une fois je vais vous le montrer, hein, dans l'arcane du diable du tarot de Marseille. La voici. Hein. Donc ce symbole du diable matérialise bien l'aspect lubrique, hein, je vous le montre d'un peu plus près, avec cette tête de chèvre. Je vais y arriver, c'est le soir, c'est normal, puis en plus je commence un peu à vieillir. Alors, pour en revenir à ce symbole archaïque, symbole de fertilité, le symbole, il est célébré au moment de la nuit la plus longue, au moment du solstice d'hiver. C'est-à-dire, c'est le moment où on commence à mettre en terre les graines qui vont rentrer dans une phase d'hibernation, pour ne pas dire, et pour aller plus loin, dans une phase de décomposition ou de démembrement qui est nécessaire avant que la graine puisse germer. Et puis donc, cette graine, ce germe qui va annoncer la plante du printemps. Déjà, on voit tout de suite où on se dirige avec le Capricorne. Avec la pensée du Capricorne, ou de Saturne, puisque c'est le dieu associé à ce signe en astrologie, eh bien, sa pensée, c'est que, ou sa maxime, c'est que demain, c'est mieux. Enfin, en attendant, ben, il faut se décomposer, il faut pourrir, bref, il faut patienter. Alors voilà, ça c'est vraiment la grande maxime du Capricorne. Demain, ça sera toujours mieux. Enfin, le mieux ne peut être que demain, et certainement pas dans le présent. Le symbole du Capricorne, on va le retrouver dans quasiment tous les mythes, toutes les légendes de l'Antiquité, comme le héros Attis, qui, tout comme Jésus, sera cloué sur une croix qui est en bois, car effectivement, le symbole de la chèvre, le symbole de la chèvre poisson est également symbolisé par le bois, qui est l'arbre de la mer, et l'arbre de la mer qui symbolise quelque part la vie matérielle. On pourrait citer en Égypte aussi le mythe d'Osiris. Vous savez, Osiris qui a été enfermé par son frère Seth dans un coffre en bois, lequel va être, à un moment donné, va se retrouver coincé dans un arbre au Liban, lequel arbre va être coupé par le roi local qui va en faire la poutre, la poutre principale de son palais. Donc à chaque fois, on a quand même ce symbole d'immobilisation, ce symbole de patience, ce symbole d'endormissement, ce symbole d'hibernation associé avec le bois et donc associé avec le Capricorne. Et le tout est une notion éminemment féminine, puisque, comme vous le savez, hein, si on reprend juste le mythe d'Osiris, Seth, c'est le frère de sa femme, le frère d'Isis, donc il y a toujours un lien
avec comment ça s'appelle, le féminin au travers du symbole du Capricorne. Symbole du Capricorne, on va donc aussi le retrouver avec Jésus. Jésus, vous le savez, va finir sur sa croix. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, ça tout le monde le sait. Ce qui est assez amusant avec Jésus, c'est aussi l'analogie qu'il y a avec le mythe de Saturne. Saturne, vous savez, c'est l'ancien roi des dieux, Chronos, pour les Grecs, qui régnait avant la dynastie des Olympiens. Saturne était marqué particulièrement par une sorte de fatwa que lui avait lancé son propre père Ouranos au moment où celui-ci a été castré par son fils. Qu'est-ce que Ouranos lui a balancé? Il lui a dit, écoute, prends bien garde à toi, mon fils, car ce que tu m'as fait, cela t'arrivera également à ton tour. Super! Saturne a commencé à avoir sacrément les chocottes. Alors pour éviter la malédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Saturne, vous connaissez tous son mythe, eh bien il s'est mis à bouffer ses enfants. Enfin, à bouffer, à les avaler. Ce faisant, il pensait éviter effectivement d'être à son tour renversé. Bon, on sait ce qu'il adviendra plus tard. Eh bien, vous savez que le christianisme, c'est quand même assez rigolo, parce que c'est comme la première religion cannibale, ouvertement cannibale. Mais pensez donc, le rituel de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on fait? On bouffe le petit Jésus, on bouffe le corps du Christ. Alors on le bouffe, on l'avale. Mais ça veut dire quoi symboliquement tout ça? Eh bien, c'est rattaché à cette notion de fertilité qui est propre à la chèvre poisson. L'idée, c'est qu'en Capricorne, c'est dans ce signe que l'on attend le Rédempteur. C'est pas pour rien si on a mis la fête de Jésus, la naissance de Jésus, au moment du Sol Invictus, c'est-à-dire au moment de la nuit la plus courte, au moment où le soleil va remonter. Eh bien, la rédemption, elle a lieu en Capricorne, après avoir sacrifié le Fils et le Père. Ça signifie quoi? Eh bien, tout simplement que le Capricorne, il est à la fois le signe où l'on trouve les limitations du démembrement, le fait de se faire avaler, le fait d'être cloué ou coincé dans un coffre en bois, selon les mythes. On y trouve aussi les contraintes, mais c'est aussi dans le signe du Capricorne qu'on est en attente du renouveau par une forme de renouvellement de l'esprit. Et c'est ce que matérialise le christianisme avec la cérémonie, le rituel de l'Eucharistie, où on avale le Christ, mais dans l'attente du renouvellement de notre esprit par cet acte. En Capricorne, en fait, on vit une sorte de rite de passage où l'on endosse des responsabilités contraignantes, mais toujours dans la perspective de se dire que demain sera un jour meilleur. Alors, demain sera un jour meilleur, je pense que ça parle à beaucoup de monde en ce moment. Je pense que bon nombre d'entre nous se retrouvent dans des situations particulièrement angoissantes, des situations de paralysie, où quoi que l'on fasse, rien ne bouge. Eh bien, c'est quelque part normal, parce que nous sommes dans la période du Capricorne. Demain, ce sera mieux. Le Capricorne, l'hiver, c'est une période quand même qui nous permet de, effectivement, au-delà de l'hibernation, de préparer la récolte de demain, que ce soit sur un plan individuel comme sur un plan collectif. Alors si l'on regarde maintenant les éphémérides de ce jour, les éphémérides de cette lunaison, je vais les découvrir en même temps que vous, parce que en fait j'ai pas tellement eu le temps de bosser, c'est pas très saturnien de ma part, enfin bon, un petit peu quand même. Alors, je vous le présente là, la voici, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Déjà, on constatera que nous sommes dans une période d'éclipse. La lunaison se trouve conjoint au nœud sud, donc ça va renforcer, on va dire, le mouvement Capricorne. Ensuite, oula, ah bah oui, ah bah il y a un peu de monde quand même, hein.
Il y a même beaucoup de monde dans le Capricorne. On a quand même affaire à un stellium. Alors, bien sûr, il y a la lunaison, donc ça signifie la Lune et le Soleil. Mercure est quand même pas très loin derrière, mais il reste en Sagittaire. Mais surtout, on a évidemment la présence de Jupiter qui est entré dans le signe du Capricorne depuis le 10 décembre dernier. Et puis bien sûr, si vous m'avez suivi depuis le début de cette année 2019, la présence de Saturne et de Pluton. Donc on est vraiment dans une lunaison où on va activer ce côté Saturne-Pluton dont je traiterai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais ça c'est pour l'année prochaine. En attendant, on voit quand même qu'on a donc une lunaison qui est éminemment Capricorne, qui a aussi une particularité, c'est qu'elle se trouve encadrée par Mars et Uranus. Donc c'est quand même une lunaison qui demeure, somme toute, assez tonique, dans une perspective d'attente, mais d'attente qui prépare d'ores et déjà le mouvement. Autant dire qu'avec Mars et Uranus, là, c'est le feu qui couvre sous la marmite, hein. On est dans l'attente, mais ça commence à chauffer. D'ailleurs, c'est pas pour rien si en ce moment on a ces mouvements de grève sur un plan collectif, en tout cas en France, qui sont sous-jacents à une situation latente et qui ne demandent évidemment qu'à exploser. Enfin, il n'est pas improbable, pardon, que cela puisse arriver évidemment dans le courant de l'année 2020. Donc, en Capricorne, vous l'avez compris, c'est là où on va être contraint, là où on va être limité, là où on va douter. Capricorne, c'est également en association avec le mythe de Saturne Chronos. Alors ce mythe, il a également deux facettes. Il y a à la fois l'attente et il y a à la fois la fertilité. Puisqu'en effet, autant quand Saturne dominait la Terre et le monde des dieux, il s'est montré comme un véritable tyran, autant quand il a été renversé par son fils, il s'est enfui et réfugié dans le Latium. Le Latium, c'est cette région de l'Italie où a été fondée Rome. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, débarrassé de cette malédiction de son père, le fait d'être renversé par son fils, ça a eu lieu. Donc cette fois-ci, la malédiction est passée. Et bien du coup, on a quoi? On a un Saturne qui se trouve délié, détaché de ses peurs archaïques, de ses peurs ancestrales. Donc, qui n'est plus en état de démembrement quelque part, de la peur du démembrement. Ça y est, c'est fait, il a perdu le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Eh bien, on sait, dans les mythes, que Saturne a instauré un âge d'or dans le Latium. Un âge d'or, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité qu'a eu Saturne Chronos à instaurer, à donner aux hommes des lois, à instaurer une société pacifique, une société qui vivait en paix, une société libre, donc une société qui a pu prospérer. Et il en est arrivé, il en a découlé la naissance de Rome quelques décades plus tard. Donc on le voit avec Saturne, demain c'est mieux, mais surtout pas avant. Alors quand je dis surtout pas avant, c'est à dessein bien sûr, parce que quand vous avez affaire à une personne saturnienne ou fortement marquée par le signe du Capricorne, eh bien ces personnes-là, surtout il ne faut pas leur donner le pouvoir trop tôt. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ces gens seront perclus de peur et en retour, ils vont se comporter comme des tyrans, ils vont avoir un comportement de violence, ils vont bouffer leurs propres enfants de peur d'être détrônés. Saturne est également associé à Rome, c'est comme très intéressant, avec une fête qu'on appelle les Saturnales. Alors les Saturnales, ça précédait de quelques jours le solstice d'hiver, et c'est une période un petit peu bizarre, où en fait on célébrait cette époque, cet âge d'or lié au dieu Saturne, et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, il y avait des beuveries, bien sûr, côté un peu luxure, il y avait des sauteries, mais c'était aussi une période où on inversait les rôles sociaux. C'est-à-dire que les esclaves pouvaient devenir, sinon les maîtres, du moins l'égal des maîtres. Une période très particulière qui célébrait donc l'âge d'or. À Rome toujours,
c'est dans le temple de Saturne que l'Empire, enfin que la République puis ensuite l'Empire, déposait le trésor. Le trésor, tout l'or de Rome était entreposé dans cet empire. Alors évidemment, nous pouvons après, fort de ces mythes, qui ont la vie dure, qui ont une tendance à se répéter de façon inconsciente, on pourrait regarder ce qui se passe dans différents pays. Je pense notamment à, enfin voilà, par exemple si on trouvait un pays, c'est juste pour vous donner un exemple, si on trouvait un pays où on avait un jeune homme du signe du Capricorne, ou marqué par le Capricorne, qui garde des sous et qui se met, à qui l'on donne le pouvoir. Voilà, et ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe que son pouvoir est contesté parce il se comporte comme un véritable tyran. Alors, si vous pensez à un pays en particulier, sachez que, euh, comme, on, comme on dit la formule consacrée, euh, toute allusion, toute comparaison serait purement fortuite, n'est-ce pas? Enfin, c'est à vous de voir. Je dis ça et je dis rien. Ça peut peut-être laisser entrevoir une issue à ce qui va se passer dans enfin, dans ce pays-là en tout cas. Enfin, pour terminer ce propos, je voulais illustrer, comme je l'ai fait jusqu'à présent, avec un monarque du signe du Capricorne. Alors, je vais vous parler du roi Henri IV, le bon roi Henri IV. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec sa biographie, la biographie de ce roi. Vous savez que c'est un roi dont les historiographes de la Troisième République en ont fait quelque part le bon roi Henri IV, c'est-à-dire à l'image de Saturne, détenteur d'un règne d'or, d'un âge d'or. Et il est certain que Henri IV, un âge d'or, je ne sais pas si les contemporains seraient d'accord avec nous. En tout cas, on peut dire qu'avec Henri IV, il a pris son temps. Il a pris son temps pour arriver sur le trône, hein. Il est monté sur le trône à l'âge de 38 ans, je crois, 36 ans, 38 ans. Il a ascendant, tenez, regardez son thème. Il est ascendant Balance, pauvre homme. Pardon. Je suis si désolé, mes amis les balances. Ça explique sans doute pourquoi il a abjuré 3 ou 4 fois le catholicisme et le protestantisme. Bon, on n'est plus à une contradiction près. Mais néanmoins, il y a dans le Capricorne une certaine ténacité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche du pouvoir, même si ce pouvoir est arrivé à lui par la force des choses. Hein, c'est-à-dire que les 3 enfants de Catherine de Médicis se sont succédés sur le trône et ont marqué la fin de la dynastie des Valois. Henri IV est donc le premier des Bourbons à être monté sur le trône. Mais une fois que ce pauvre Henri IV est monté sur le trône, eh bien, déjà âgé, il a dû tout recommencer. En ce sens que, à cause de ces différentes renonciations, ces différentes abjurations de religion, Henri IV a dû donner des gages de confiance, a dû prouver sa légitimité. En fait, dès qu'il est monté sur le trône de France, il a dû repartir à la conquête de la totalité du royaume de France. Ça, c'est vraiment un travail très saturnien. Le mieux, c'est après. Donc, Henri IV a commencé à instaurer son âge d'or une fois que, avec un âge fortement avancé. Dans ses relations féminines, il a également, dans ses enfants, c'est très noté très connoté par le Capricorne. Il a eu des enfants assez tardivement, à partir de l'âge de 40 ans. C'est quand même pas tout récent, enfin pas tout neuf, surtout en cette fin de XVIe siècle. Il faut dire aussi que le pauvre Henri IV, il avait, comment dire, certaines limitations sur le plan sexuel. Quand je vous dis que la chèvre, c'est lié à la lubricité et aux contraintes. Oui, il avait une malformation génitale. En gros, il tirait trop bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur un plan médical. Euh, pour vous dire, il avait l'urètre qui tirait en bas au lieu de tirer en haut. Donc c'est pour ça que c'était déjà plus compliqué pour avoir des enfants. Pire, toujours dans le sens de la limitation, oui, l'histoire de France, c'est quand même génial. On sait que ce brave Henri IV avait un prépuce trop serré, ce qui fait que, bon, enfin, vous avez compris, je ne vous fais pas de dessin. Ça vous explique aussi pourquoi il a mis un certain temps avant d'avoir des enfants. Peut-être aussi qu'il avait peur d'avoir des enfants. En tout cas, il a fallu
qu'il subisse une intervention chirurgicale pour commencer à en avoir. Une fois qu'il a commencé à en avoir, par contre, il s'est rattrapé, hein, là, il s'est vraiment défoulé. Voilà, donc tout ça... Ah oui, si, j'ai noté une autre anecdote l'autre jour en relisant la biographie d'Henri IV. Vous savez que c'est au cours d'une nuit, alors il n'était pas encore roi à ce moment-là, mais au cours d'une nuit, son cousin, le roi Henri III, le Valois, a lâché la chasse derrière Henri, donc le futur Henri IV, et fort d'inquiétude, rongé même par l'inquiétude, en une seule nuit, il paraît que la moitié de la moustache d'Henri IV est devenue toute blanche. J'ai noté cette anecdote parce que en ce moment, au pouvoir, en France, nous avons un Premier ministre. Il n'est certes pas Capricorne, mais si vous prenez son thème, que je vous montre là, eh bien, on notera qu'il est quand même hyper marqué par Saturne. En fait, Saturne, vous voyez, est en position de saut vis-à-vis de toutes les autres planètes. Saturne réceptionne la totalité des 9 autres astres. Donc on a un Édouard Philippe qui est plus saturnien que ça, tu meurs. Et vous auriez peut-être noté ces derniers temps que notre Édouard Philippe se présentait avec une petite particularité capillaire au niveau de la barbe qui est devenue à moitié blanche. Ça, c'est un truc de Saturnien. Voilà, bon écoutez, là-dessus, sur ces considérations anatomiques et de faciès, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée, ou plutôt l'inverse, hein, d'abord la bonne nuit, non, la bonne soirée, ensuite la bonne... Enfin, après tout, vous faites comme vous voulez, libre à vous d'organiser votre soirée comme bon et vous plaira. Je vous souhaite une très belle fin d'année, amusez-vous bien, et puis on se retrouve l'année prochaine pour parler de Saturne et de Pluton. Je vous embrasse, salut, ciao!